bienvenue sur ma chaîne dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va tester une nouvelle adresse avec une invitée et on va tester Maison Bain d'Air. Donc aujourd'hui je reçois Jeanne qui va nous parler de son long rapport à l'alimentation, parce que Jeanne a connu les troubles du comportement alimentaire, TCA, et elle a découvert la thérapie de l'alimentation intuitive, et donc on va profiter de ce petit repas et elle va nous expliquer tout ça. Salut, ça va? Oui, et toi, ça va? Ouais, ça va bien. Donc tu vas me faire découvrir une adresse qui est près de chez toi, c'est ça? Mais que je vais découvrir aussi. Oui, en fait, ça a ouvert cet été et je suis passée devant. Je trouve que ça donne très envie, un petit côté berlinois. Okay, puis j'avais vu leur compte Instagram et je sais pas si là ils les auront, mais en tout cas, en septembre, ils avaient des carottes rôties. Je suis trop bonne. Et j'ai pas encore eu le temps de tester. Bon, bah, on va tester ça. On y va? Pourquoi tu as choisi spécifiquement cette adresse? Cette adresse-là, vraiment, le restaurant m'attirait et je confirme que la déco est sympa à l'intérieur. Le lieu avait l'air agréable et la carte avait l'air trop bonne. Ouais, j'espère que... T'as pris quoi? Des carottes rôties au miel avec je ne sais pas quoi, parce que je suis obsédée par les carottes, même s'il y a de la feta, je crois. Donc de toute façon, je voulais goûter les carottes rôties. Et des poireaux avec de la buratina. Je sais pas ce que c'est la différence entre la buratina. Du coup, c'est un concept d'assiette à partager. J'ai l'impression. Ouais. On va voir comment c'est présenté. Ça te fait quoi? Cette assiette à partager, c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise ou Ouais, je pense que ça dépend vraiment du moment. Faut partager avec des gens avec qui t'as bien envie de manger la fourchette dans la même assiette. Et puis, ça dépend de ma faim aussi. Il y a des fois où je suis contente d'avoir une grande assiette pour moi. Mais le côté un peu tapas, etc., j'aime bien. Et j'en profite quand je suis avec quelqu'un qui veut bien partager. Parce que mon mari, lui, et ça a beaucoup d'hommes. C'est le cas dans ta vie? Ça a jamais été un souci pour toi de partager? Non, je pense que ça n'a jamais été un souci. Et je pense même que quand j'étais en TCA, j'étais ravie de partager mon assiette. Éventuellement, j'envoyais tout ce qui était... je triais un petit peu, je pense, d'une certaine façon, ce qu'il y avait dans mon assiette. Et j'étais ravie que quelqu'un d'autre mange tout ce qui contenait des glucides. Ouais, tu dis que tu es TCA, trouble du comportement alimentaire. Donc c'est quelque chose dont tu as souffert? Oui. Ce trouble du comportement alimentaire, comment ça t'est venu? C'est parce que... Alors, je raconte toute l'histoire. Parce que tu as voulu modifier ton poids? Je pense qu'en fait, moi, rétrospectivement, je pense que je n'avais jamais eu un rapport serein à l'alimentation. Parce que finalement, petite, j'étais ronde, j'étais dans le haut des courbes de poids. Et du coup, très très tôt, les médecins ont dit qu'il fallait surveiller mon poids à mes parents. La première mention que raconte ma mère, c'était quand j'avais 6 mois, alors que j'étais allaitée. Déjà, apparemment, ma courbe de poids n'allait pas. Première mention dans mon carnet de santé, je crois que c'est à 4 ans. Et du coup, j'ai même pas de souvenir d'une alimentation qui est pas surveillée par mes parents. Alors, ils le faisaient avec bienveillance, mais en même temps, ma mère était au régime d'aussi moins que je me souvienne aussi. Et en fait, il y avait toujours ce côté, fais attention, ah mais Jeanne, tu en manges trop, ah mais il faut pas se resservir. Donc, de toute façon, j'étais sur l'autoroute depuis ma plus tendre enfance des TCA. Mon premier vrai régime, je pense que je l'ai fait à 8 ou 10 ans parce que je faisais de la danse classique et que j'allais passer un concours et que c'était mieux de perdre un peu de poids. Là, ça arrive. Oui. Ah, mais c'est trop magnifique, quoi. Tu prends des photos pour Instagram. Le test du goût des poireaux. Avec la bouchée parfaite. La bouchée parfaite. Il y a ces trucs là qui m'importent. Alors ça c'est de la moutarde. Non mais une adresse de ouf à côté de chez moi quoi. De coriandre, non? Des grains de coriandre, mais de la coriandre en grains, mais elle fait fraîche. C'est moins fort que l'autre. Alors moi je trouve ça plus salé, je trouve ça un petit peu trop salé. Il y a moins d'explosion de texture parce que les carottes sont moelleuses. Faut toujours faire confiance à Appétit Libre quand il s'agit de choisir. Ah bah ouais.
qu'est-ce qui est pour toi le plus important quand tu manges? Pourquoi tu fais attention en fait? J'essaye toujours de prendre un peu de plaisir. Vraiment, c'est speed, j'ai la tête ailleurs, tant pis, je fais un repas fonctionnel. Et ça, maintenant, j'accepte d'avoir des repas un peu fonctionnels. Et dans ces cas-là, je me concentre plutôt sur le fait de ne plus avoir faim. Parce que si tu n'arrives pas à prendre de plaisir, tu ne vas pas sentir ton rassasiement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il y a 2 ans, j'aurais pas pu dire parce que j'avais l'impression que c'était mal de vouloir avoir du plaisir dans l'alimentation, que ça voulait dire gourmandise. J'étais trop rapidement rattrapée par la culpabilité et quelque chose que j'avais pas mesuré tout de suite mais que j'ai découvert dans le processus, c'est que justement quand je mangeais ce genre d'assiette qui pouvait être considérée comme healthy, en fait j'étais rattrapée par la fierté de manger quelque chose et du coup toute cette mentalisation de l'alimentation prenait toute la place, prenait trop de place pour être vraiment sur le plaisir et même des choses que je pensais me procurer du plaisir, j'ai presque redécouvert après, j'ai l'impression de... Il y avait du plaisir que quand tu mangeais des trucs interdits, genre des trucs hyper caloriques. Je pensais que ça me donnait du plaisir, je pensais que c'était là-dedans que j'aurais du plaisir et en fait le plaisir je l'avais très peu parce que la culpabilité déboulait mais... Envahi par la culpabilité d'avoir mangé. Et quoi? Et j'avais pas compris que dans une assiette en fait t'as la beauté de les regarder, t'as différentes textures, je suis beaucoup plus consciente de tout ça. Pas que je cherche à être plus consciente, c'est venu un peu tout seul en fait. C'était un midi, j'étais tout seul chez moi, j'avais vraiment envie de me faire des pâtes aux aubergines avec de la béchamel. Je me demande pas pourquoi, c'est une bonne recette, hein, mais j'en avais méga envie. Donc je me suis fait mes pâtes avec mes aubergines et ma béchamel. Je m'étais un peu forcée parce que j'avais vachement pris l'habitude de regarder des séries pendant que je mangeais et ça je m'étais un peu forcée à arrêter de le faire pour enlever de la distraction, essayer d'être plus en pleine conscience, mais j'avais quand même du mal à vraiment manger seule avec. Et là j'avais mis un podcast, une vidéo YouTube sans regarder la vidéo, qui en fait au bout de 2 bouchées je me suis dit mais la vidéo ou le podcast, genre la voix me saoule, je suis vraiment concentrée sur le repas et là mais juste genre il y a eu un truc qui s'est passé quoi, genre un espèce de plaisir culinaire que je pense que j'avais jamais ressenti de ma vie quoi. Moi j'avais vraiment perdu mes signaux de rassasiement mais vraiment j'arrivais plus à être à leur écoute du tout. Donc t'avais perdu le signe de faim aussi ou pas? Je confondais tout en fait. Je pense vraiment que tout était une sorte de boulga et il pouvait y avoir des moments où j'avais très faim. Et je pense que j'associais ça à une sorte de fierté de ah c'est bien, t'as attendu pour manger, ou alors à un certain plaisir à ressentir d'avoir très faim. Donc j'ai fait mon premier régime quand j'avais 8 ans, vrai régime, je sais pas si ça va être une sorte de Weight Watcher. Et en fait rétrospectivement dans cette phase, je pense qu'à partir de cette phase-là, j'ai fait des régimes, soit je faisais un régime, je perdais du poids, je le reprenais, je refaisais un régime, et rétrospectivement dans cette phase-là, je mangeais en cachette, j'achetais des bonbons en cachette à mes parents. Je pense que j'ai eu une première compulsion à ce moment-là, en tapant dans les gâteaux, etc. Et voilà, c'est des souvenirs que j'ai où vraiment rétrospectivement je mettrais le terme compulsion dessus parce que c'est pas des moments de plaisir en fait. Tu vas dans un placard, tu sais que c'est interdit, que tu devrais pas le faire, tu es en train de te cacher, tu as peur que quelqu'un débarque. En fait, il n'y a pas de plaisir. Je pense que le plaisir que j'avais, c'est que, à mon avis, si je le faisais, c'est aussi parce que, c'était interdit, parce que j'avais faim, et que sans doute que ça a soulagé ma faim. Et ensuite, le basculement dans les TCA à proprement parler, c'était vers mes 14-15 ans. Et il y a vraiment eu un matin où j'ai mangé un petit-déj, je pense, normal. Je me rappelle même plus ce qui constituait ce petit-déjeuner. Énorme culpabilité, parce que par contre, j'ai vu que c'était des tartines ou des céréales, ce qu'on mangeait chez moi au petit déjeuner et que je me mange d'ailleurs aujourd'hui au petit déjeuner. Et attention trigger, je suis allée dans la salle de bain et je me suis fait vomir. De culpabilité, vraiment de genre c'est possible, t'as encore mangé, il faudrait pas que tu n'avais pas mangé beaucoup. Non, je pense pas que j'avais spécialement beaucoup mangé. Mais je pense que j'en étais vraiment arrivée à un point où je pensais qu'il fallait, pour perdre du poids, que je mange plus du tout en fait. Quand bien même t'es gros, au-dessus du poids qu'on juge être le bon pour toi, en fait t'as besoin de manger. Tu peux pas ne plus du tout manger en fait. Quand bien même t'aurais des réserves, tu vas quand même te dénutrir sur un plan nutritionnel, quand bien même... voilà, c'est pas un truc bizarre. Ça, je n'étais pas au courant. En même temps, j'étais jeune. Et en fait, là, donc, je me suis fait vomir. Et là, je me suis dit, mais
quel gaspillage, autant ne plus manger. Et là, je suis rentrée dans une phase où le but de ma vie, c'était de manger le moins possible. Donc, pas toujours simple parce que j'avais 15 ans, j'habitais avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Là, c'était une période où moi, j'ai fini les cours assez tôt. Mon frère, lui, avait encore des cours, de toute façon, il vivait sa vie. Ma sœur était à l'école, mes parents bossaient, donc j'étais beaucoup toute seule en journée. Donc, du coup, le midi, je mangeais une sorte de salade non assaisonnée avec un yaourt 0%, quoi, ou rien du tout. Le petit déjeuner, je disais que j'avais pas faim, ça passait très bien. Je veux dire, non, j'ai pas faim le matin. Bon, du jour au lendemain, ta fille te dit qu'elle a pas faim le matin. Moi, ça me mettrait la puce à l'oreille aujourd'hui, mais je pense que je fais partie d'une population sensibilisée, mais ça a pas inquiété mes parents. Et le soir, je disais qu'il fallait manger des œufs. Et c'est un régime efficace, hein. Ça a été très efficace. J'ai perdu 15 kilos en moins de 6 mois. C'est que les gens m'ont félicité, alors qu'au fond de moi, je me disais qu'il y avait un truc qui clochait. Soit, je sais pas si je me disais que j'étais un peu en train de faire une forme d'anorexie, je me disais que, objectivement, j'avais la dalle. Au début de ce régime qui était une phase d'anorexie, hein, enfin, moi, je pense qu'on peut mettre ce terme-là, même si ça n'a pas été très long, mais en tout cas, c'était un TCA restrictif. Je suis partie, j'étais, je pense, au début de l'IMC surpoids ou un truc comme ça. Je pense que c'était pas du tout catastrophique d'ailleurs, hein, le poids que j'avais à l'époque. Et je suis descendue en bas de l'IMC normal. En bas de cette IMC normale, moi j'ai eu le sentiment que j'avais encore du poids à perdre. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi je pensais qu'il fallait avoir 10 écarts avec ma taille. Connerie. Il fallait absolument que j'arrive à ce poids-là, c'est mon objectif. Je n'ai jamais réussi à l'atteindre. Ensuite, malgré le fait que j'étais à un poids qui je pense était tout à fait correct sur le plan de l'IMC, je pense que j'étais mince à ce moment-là. Mais moi je me suis vraiment pas perçue comme ça. C'est que je pense que je focalisais sur certaines parties de mon corps. Notamment, c'était aussi l'adolescence, donc moi je commençais à avoir de la poitrine. Je pense qu'il y a des parties de mon corps, genre j'avais l'impression, je rêvais d'avoir un visage très creusé, je pense que ça sera jamais la forme de mon visage. Donc je focalisais sur des parties de mon corps qui m'empêchaient de voir en fait que j'avais perdu du poids. Et du coup je le voyais sur la balance, mais je le voyais pas vraiment dans le miroir. Enfin, c'était totalement de la dysmorphophobie. Enfin, je sais pas exactement quelles sont les choses qui sont liées à la dysmorphophobie, mais moi je pense que j'en suis sortie quand j'ai appris à me regarder dans ma globalité et arrêter de focaliser sur une partie du corps. J'ai commencé à avoir des compulsions, des moments où le truc dérapait, et du coup, chose très simple, quand ça dérapait, je me faisais vomir. Moi j'arrivais à tenir mieux la restriction le matin. Le midi j'arrivais à peu près à manger quelque chose de léger, mais très souvent je me faisais vomir. Le goûter, ça commençait à être tendu. Le goûter, je pense que j'arrivais à ne pas le faire. Je pense que j'arrivais à pas le faire, avec je pense une attente du coup sur le repas du soir. Et le repas du soir, éventuellement c'est un repas familial, donc je mangeais aussi ce qui était prévu, quoi. Tout ça, ça m'a amené quand même à vomir plusieurs fois par jour, à avoir des moments vraiment. Donc tu as le goûter, peut-être qu'il y en a eu, mais du coup je les ai vécus à chaque fois comme des compulsions. On manquerait de quelque chose, il y avait alors là zéro plaisir. Je suis toujours étonnée quand les personnes parlent de compulsions en disant que c'est des moments de plaisir. Moi je n'ai jamais vécu des compulsions comme ça, parce que dès le moment où j'avais la première bouchée, de toute façon je culpabilisais, de toute façon je savais que j'allais trop manger selon mon référentiel et que j'allais finir par me faire vomir. Donc je savais que ça allait être un moment désagréable en fait. Le plaisir tu ne le ressentais pas à cause de la culpabilité. Parce que en fait ça venait tomber je pense que le potentiel plaisir que tu aurais pu prendre. Le soulagement que je pouvais ressentir était lié à un assouvissement de la faim, que je foutais tout en l'air juste en me faisant vomir. Mais du coup, moi j'ai vraiment pas du tout sur cette période-là de souvenir de plaisir. Ça a été juste un enfer, parce que ça a été la phase la plus intense sur le plan de la boulimie. Des crises qui pouvaient durer, où je pouvais me faire vomir et remanger derrière. Donc là, c'est l'enfer ces moments-là. Et ça a duré, cette phase-là, bien 6 mois. J'ai repris un peu de poids sur cette phase-là, malgré les compensations. Donc je l'ai pas bien vécu, malgré l'enfer que c'était. Et là, je pouvais pas ne pas voir qu'il y avait un gros problème. Et donc, je suis allée voir une psychologue où j'ai pu expliquer tout ça, lâcher un petit peu. Alors à l'époque, je pensais que tout ça avait des causes uniquement psychologiques. Et en fait, c'est allé assez vite. J'ai eu 4 ou 5 séances avec elle et j'ai réussi à arrêter les crises de boulimie. J'ai réussi à les arrêter. J'ai réussi à les arrêter temporairement et à les réduire, parce qu'en fait, c'est revenu. À les contrôler en fait. Mais ouais, je pense que c'est surtout ça. Je pense qu'il y avait vraiment besoin d'un apaisement psychologique. Je pense qu'une chose qui est bien, c'est qu'elle m'a dit les crises de boulimie sur le long terme, ça pouvait entraîner le fait de
de perdre ses dents, qui m'a motivée. Elle t'a fait peur. Et on va quand même éviter de ne plus avoir de dents. Ce qui est con, c'est qu'elle aurait dû me dire, mais elle était peut-être pas au courant, que le principal risque des crises de boulimie vomitive, c'est des arrêts cardiaques. Ouais, elle aurait dû dire ça. Elle était peut-être pas au courant. Mais en tout cas, je trouve que c'est un truc important pour les personnes. Je trouve qu'on le dit pas assez en fait. Enfin, les TCA, ça peut tuer en fait. Enfin, bien sûr, ça peut tuer aussi parce que ça peut être associé à des dépressions, que ça peut entraîner des suicides, parce qu'on est dans une détresse énorme. Voilà, ça peut entraîner des dénutritions. Mais pour les personnes qui ont une boulimie vomitive, il faut avoir des arrêts cardiaques. Donc, ravi de ne plus avoir de crise. Mais donc, dans un premier temps, ça s'est calmé et même arrêté dans un premier temps. Donc, j'ai arrêté d'aller la voir. J'ai pu en parler à mes parents. Et en fait, mes parents ont un peu dit qu'ils se doutaient de quelque chose. Et c'est ça qui est dingue, c'est que je pense qu'ils auraient pu voir et je pense qu'ils n'ont pas voulu voir. Et du coup, tu penses que comment on pourrait s'en rendre compte? Moi, je pense que déjà, ça s'entend. Quelqu'un qui se fait vomir. Ensuite, je pense que quelqu'un qui va aux toilettes après les repas ou en milieu de repas, ça peut être, quand on sent que quelqu'un est un peu fragile sur le plan alimentaire, quelqu'un qui irait plusieurs fois pendant le repas, etc., qui resterait un peu longtemps, quelqu'un qui se brosse les dents après d'aller aux toilettes. Quelqu'un qui commence à s'intéresser à la nutrition de près. Quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la nutrition, après c'est pas besoin que ce soit boulimie, ça peut être des red flags effectivement de TCA. Quelqu'un qui commence à commenter bien sûr les assiettes. Et par exemple, mon mari est un mangeur intuitif. Et alors lui, il va pouvoir... je trouve que le mangeur intuitif, on le souhaite plutôt comme ça. Donc là, c'est un mauvais exemple parce qu'on a une assiette qui plutôt est healthy, mais imaginons que ça, ce soit du soda, genre. Non, mais les sodas, c'est vraiment super mauvais pour la santé, en fait. Ça peut tuer, quoi. Mon mari, c'est ça, hein. Il est en train de se siroter un coca et de manger, puis il dit « Ah, mais je sais parfaitement, mais je vais mourir en mangeant ça. » Le sucre, c'est mal, le gras, c'est mal. Et... ça n'interfère pas 30 secondes avec ses envies en fait. C'est pour les autres, mais pas. C'est vraiment genre un truc qui est dans sa tête mentale et qui est séparé de ses envies. Tu penses quoi du concept de contrôler son alimentation? Alors, moi, maintenant, c'est étranger à ma vie. Moi, je contrôle plus rien. Je contrôle plus rien, vraiment. Alors, je ne contrôle plus rien. Par contre, je pense un tout petit peu les choses parce que, juste pour des questions d'organisation en fait. Enfin, moi, j'ai 2 enfants, un boulot. Il y a un moment, il faut remplir le frigo. Et quand j'ai fait le marché hier, j'ai acheté des trucs qui étaient de saison. Donc, je me suis dit que forcément, dans la semaine, on aurait envie de manger des légumes. Forcément, dans la semaine, on a besoin de protéines. Enfin, voilà, j'essaye de penser un minimum les choses en termes d'organisation, en termes aussi un tout petit peu d'équilibre alimentaire aussi pour ce que mangent un peu mes filles, quoi. Mais du coup, contrôler son alimentation, là, on va définir dans le cadre de vouloir un peu modifier son corps. Alors ça, non. Contrôler son alimentation, non. Bah, ça, c'est fini. Et ça, donc, c'est vraiment fini. Pourquoi tu penses que c'est pas bien? Après cette phase de boulimie, en fait, ce n'était pas fini. Donc j'ai été dans des phases où j'ai alterné pendant des années tout en voulant vraiment guérir parce que j'avais vraiment plus envie de souffrir de boulimie. J'ai essayé de ne plus avoir de la boulimie, sauf que j'avais pas compris que pour ne plus avoir de boulimie, il fallait que je sorte de la restriction. Donc en fait, j'ai arrêté des phases où j'ai été complètement dans des phases hyper restrictives qui s'apparenteraient plutôt à de l'anorexie. Tout ça pour une histoire de poids à chaque fois. Complètement pour une histoire de poids. Le but c'était uniquement ça. Alors là, j'étais pas du tout dans des aspects santé. Hein. Déjà, c'était pas la mode dans les années 2000. Le but c'était d'être maigre. On n'était pas encore dans le côté healthy et genre on prend soin de sa santé, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, moi c'était pas du tout ma motivation. La santé était uniquement liée à ton poids. Mais je crois que je savais vraiment que je le faisais pas pour la santé. Oui, je pensais juste que j'avais pas 30 secondes, j'avais en tête par contre que j'étais en train de bousiller ma santé. Sauf peut-être mes dents quand je me faisais vomir, quoi. Mais je pensais pas du tout que j'étais en train de... J'avais pas compris que manger c'était un truc utile dans ma vie. Du coup, j'ai alterné des phases où j'arrivais à tenir la restriction de façon très forte. Hein. J'étais repartie sur on ne mange pas le petit déjeuner ou on mange une pomme, on mange très léger le midi et on mange des légumes le soir. Et à chaque fois qu'il y avait un écart, c'est très simple, je me faisais vomir. Et j'arrivais... Effectivement, le but c'était en fait plutôt d'avoir les crises sous contrôle. C'est qu'en réalité, j'arrivais à tenir la restriction. Les choses sont quand même progressivement, j'ai un peu réussi à lâcher du lest parce que ça allait mieux dans ma vie, parce que j'ai grandi, parce que j'ai plus vécu chez mes parents, j'ai mangé plus ce que je voulais quand je voulais. Et du coup, j'ai eu des phases où j'ai pris du poids, des phases où j'en ai perdu, en lâchant progressivement. Aussi, alors ça, de façon... Je pense qu'à l'époque, j'avais quand même déjà entendu parler de Zermatt. On commençait quand même à l'entendre. Et même si... Ouais, Jean-Philippe Zermatt.
parti. Et alors à l'époque, il était plutôt sur maigrir sans régime, mais il y avait quand même cette idée de il n'y avait pas d'aliments interdits, il y avait quand même cette idée de faut pas faire de régime. Je pense que j'avais quand même compris que si je voulais me sortir de boulimie, il fallait que j'accepte de prendre un peu de poids, mais le truc c'est que j'étais pas prête à en prendre autant, je pense. Et puis quand bien même j'étais prête à en prendre, j'étais quand même pas contente. Et j'avais en tête qu'il fallait plus que je fasse de régime, sauf que j'avais pas compris que ne plus faire de régime, c'était pas que ne pas être, c'est ça. C'était pas ne plus être sous votre voiture et m'affamer, c'était aussi tout s'autoriser. Et en fait, ça je l'ai compris beaucoup plus tard. En fait, j'étais en restriction cognitive énorme, en fait en restriction calorique aussi, hein, et puis je pense que moi je me suis privée vraiment de glucides pendant des années. Donc je pense qu'en plus j'étais en carence sur le plan des macronutriments. Je pense que j'avais trop de fibres dans mon alimentation. La protéine, aucune idée. Globalement je courais pas derrière, mais est-ce que j'en avais assez, j'en sais rien. Et du coup j'ai vécu comme ça pendant des années et j'ai réussi quand même à vraiment me sortir de la boulimie vomitive juste avant ma dernière crise. Ça a été juste avant mon mariage. Mais du coup j'avais 27 ans. Donc ça a quand même duré 12 ans cette affaire. Et après j'ai continué à avoir des compulsions mais que je me forçais à ne pas compenser. Et je pense que du coup, quand même, j'ai dû avoir plus mon quota calorique. Donc il y avait quand même moins de compulsions ou moins importantes que ce qu'il y avait avant. Et il y avait quand même moins de souffrance. Par contre, il y a eu une prise de poids qui s'est faite parce que j'ai plus mangé. Et du coup, ça a plutôt été la partie du spectre qui s'apparente plutôt à l'hyperphagie, même si moi, j'ai jamais eu les crises d'hyperphagie, à être allongée par terre, plus en pouvoir. Enfin, je pense que je m'arrêtais à un stade où c'était inconfortable sur le plan digestif. Et si éventuellement, j'allais m'allonger un petit peu sur le canapé, mais c'était pas non plus, j'étais pas dans le coma. Ouais. Mais c'est surtout qu'en fait, il y avait deux façons de m'arrêter de manger. Soit c'est parce que j'avais trop mangé et que ça devenait inconfortable, soit c'est parce que ma tête me disait il faut arrêter. Et concrètement, ma tête me disait faut arrêter, je regardais un peu ce qu'avaient mangé les autres et j'essayais de manger un tout petit peu moins que les autres. Donc soit je savais manger moi dans ma vie très peu, donc en enlevant tous les glucides et en mangeant des quantités ridicules et en étant très fière parce que là je mangeais vraiment moins que tous les autres. Ce qui me donnait aussi, parce que comme j'ai jamais dans tout ça été maigre, j'ai jamais été très mince, ça me donnait aussi les gens voyaient bien que je mangeais peu et il y avait un côté ok, c'est ok d'être grosse. Alors à l'époque je pense que j'étais même pas grosse, mais j'étais considérée comme grosse dans mon cercle d'amis et par la société parce que je faisais pas un 36. Donc c'était ok de pas être très mince parce que regardez, je mange pas beaucoup, donc en fait quand t'es gros t'as pas le droit de manger. Oui, et du coup j'ai été en tout cas dans cette phase moi que j'appellerais de semi-guérison, où je pensais que j'étais guérie parce que parce que je ne me faisais plus vomir, sauf qu'en réalité j'avais encore des compulsions, peut-être moins dans l'urgence, mais voilà, mon mari raconterait qu'au début on vivait ensemble, de temps en temps il rentrait le soir et j'avais fait un fondant au chocolat qui était mangé à moitié en fait. T'as eu une phase où t'étais intolérante ou allergique au gluten? C'était un an après mon mariage, donc c'est marrant parce que c'est arrivé quand même après la boulimie. Moi je pense, donc c'est une phase où je digérais pas bien. Globalement je digérais rien. Moi maintenant rétrospectivement je pense que c'est parce que c'est la phase où je suis, je pense, quand même vraiment sortie de la restriction sur le plan... j'étais pas sortie du tout de la restriction cognitive, mais sur le plan calorique, je pense quand même que c'est la phase où j'ai remangé des repas à peu près normaux, où j'ai arrêté de me faire vomir. Et je pense que du coup, mes intestins... Du coup, tu as eu envie d'arrêter le gluten. Et alors, il se trouve que dans ma famille, il y a une tranche de la famille qui est, je le sais maintenant, orthorexique. À l'époque, je pensais juste qu'ils mangeaient super. Orthorexique, c'est... Donc, ils ont l'obsession du manger sain, qui ont beaucoup d'évictions alimentaires, cuisson à la vapeur, ceci, cela, enfin des obsessions. Et donc beaucoup avaient fait des analyses pour voir s'ils n'avaient pas des intolérances alimentaires et certains avaient fait des évictions et ça allait beaucoup mieux. Donc moi je me suis dit que j'avais une intolérance puisque je digérais mal. Donc je suis allée faire ces analyses et il en est ressorti que je digérais, que moi j'étais intolérante au blé. Alors pas au gluten, au blé seulement. J'étais très contente qu'il n'y ait pas les produits laitiers. Mais d'une certaine façon, moi ce que je trouve un peu ironique là-dedans, le blé, c'était aussi ce qui constituait la majorité des aliments que je diabolisais. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée à pas pouvoir le manger. En fait, t'avais une excuse entre et en même temps, pour pas les manger. Et en même temps, comme j'étais quand même dans une phase où je sortais, où j'étais dans je ne fais plus de régime, etc., j'ai remplacé par d'autres choses. Du coup, j'ai enlevé le blé de mon alimentation de 2014 à 2022. 8 ans. Pendant 8 ans. Ça m'a pas trop pesé, enfin j'ai pensé que ça ne m'avait pas trop pesé parce que
J'étais déjà hyper habituée en fait à me restreindre. 2020, confinement. J'avais déjà eu ma fille aînée avait 1 an et demi. Moi, je fais les choses à l'envers. Pendant ma grossesse, j'avais perdu du poids. Et là, c'était pas parce que j'étais spécialement en restriction, c'est juste que ça a été pareil sur la deuxième grossesse. Il y a les dégoûts du premier trimestre, nausées et compagnie. Et puis, je pense que moi, j'ai un métabolisme enceinte qui crame un peu plus. Et puis, effectivement, j'ai eu l'impression pour la deuxième grossesse de vraiment courir derrière les repas. Du coup, j'avais perdu du poids. Et je l'ai repris, bien sûr. Mais donc, en tout cas, en 2020, j'avais repris du poids. J'étais dans une phase d'insatisfaction corporelle, plus fatigue d'avoir un enfant. Donc, petit à petit, j'avais découvert les comptes de Fit Girl, les comptes Healthy. Et du coup, je me suis dit, mais ce truc, mais d'ailleurs, à quel point on peut mal se connaître et se mentir à soi-même. Je me suis dit à ce moment-là, je pense que maintenant, je suis suffisamment sereine avec mon comportement alimentaire pour pouvoir envisager un rééquilibrage alimentaire. Et je pense que je pourrais maintenant. Donc, j'avais pas du tout compris que rééquilibrage c'est comme le régime, enfin, j'avais rien compris à l'époque. Et donc je me suis posé la question de faire un rééquilibrage. Non, t'as rencontré l'alimentation intuitive. Je connaissais déjà un petit peu l'alimentation intuitive. J'avais déjà vu des vidéos. Je sais pas, ça n'avait pas percuté quoi. Enfin pour moi c'était oui, c'est comme Zermati, donc genre c'est maigrir sans régime, on mange tout ce qu'on veut, on s'écoute et machin. Ce que j'avais l'impression de faire. Et puis en fait, là j'ai vraiment découvert le truc. Il y a eu un déclic qui s'est fait. Je suis allée tirer une vidéo YouTube sur une vidéo YouTube, un contenu Instagram. J'avais compris qu'il fallait. Je pense que j'avais réussi à prendre conscience toute seule de la culture des régimes, de la grossophobie. J'ai lu certains livres sur la grossophobie, Gros n'est pas gros, et c'est vrai que c'est un moment où il y a plein de livres qui sont sortis en fait. Donc j'ai pris conscience de tout ça et je suis vraiment rentrée dans le processus. Et au bout de quelques mois, là je me suis dit que quand même ça patinait quoi. Je sentais que j'arrivais pas à aller plus loin. Là j'ai commencé un suivi avec Zoé Desbouy. Ça a été hyper dur pour moi et en même temps c'était important d'aller voir une diététicienne. Et en même temps vraiment pour moi, diététicien est égal à elle va me mettre au régime, et alors même que Zoé Desbouy a un compte Instagram qui est assez clair sur le fait qu'elle a une approche dans la veine de l'alimentation intuitive. Ma peur panique de la première consulte, c'était que en me voyant, elle disait ah bah non, faut que vous perdiez du poids quoi. Mais vraiment, j'étais dans une angoisse complète de ça quoi. Qu'elle me dise bah non, ça va être compliqué pour vous le processus parce qu'il va quand même falloir perdre du poids. Et alors elle t'a dit elle m'a même pas demandé mon poids, et d'ailleurs plusieurs consultes plus tard, mais vraiment plus tard, genre 1 an plus tard, il y a eu un moment où on a parlé de mon poids. Elle dit mais je sais pas combien tu pèses, je sais pas quel est ton IMC. Elle s'en fout. Elle ne voit la chose que par qu'est-ce que le poids pose comme problème dans ma vie. Là, j'ai cheminé sur l'alimentation intuitive et en fait, c'est en bout de parcours de l'alimentation intuitive où ça m'a amené à déconstruire beaucoup de choses. Je pense que j'ai été prête à remettre en cause plein de choses. Moi, l'alimentation intuitive, ça a vraiment ouvert des déconstructions plus larges, même sur le plan de qui je suis, mon rapport à la productivité, mon rapport au travail, aux autres, à ma féminité. Je pense que ça a vraiment ouvert plein de chantiers. Parce que je pense que c'est la première fois que j'ai été dans un processus d'auto-observation, et en fait je me suis dit mais faisons-le pour d'autres choses, que ça a ouvert la porte à remettre en cause des croyances que j'avais. Donc, en écoutant le podcast Méthode Choc, j'ai pas mal déconstruit tout ce rapport aux médecines alternatives, et surtout j'ai branché ma mère sur la déconstruction sur un autre sujet, et là je vois que cette nana sur sa chaîne YouTube a quelque chose sur les tests IgG pour les intolérances. Donc je regarde la vidéo et en gros la nana explique que c'est bullshit, qu'il n'y a pas une seule étude qui vient valider le processus de détection de ces intolérances. Donc là je me suis dit donc très certainement que tu n'es pas intolérante au blé, maintenant tu as l'impression de mal le digérer, comment on fait quoi. C'est tout à fait possible que je me sois fabriqué un effet nocebo, que c'était mauvais pour moi, bah oui à chaque fois que j'en mangeais. Il y a plein de moments, et je mange du blé et ça arrive de mal digérer en fait, c'est juste ça quoi. Et voilà, il y a des moments dans le cycle féminin où on digère moins bien, il y a des moments où il y a un truc qui passe moins bien, il y a un moment où t'as pas bien dormi, pas la lune et en quart de truc, j'en sais rien, et c'est humide, je sais pas ce qu'il fait, mais on peut pas tout le temps être. C'est la première fois de ma vie que je mange ce que je veux, quand je veux, genre que j'expérimente la liberté alimentaire, mais c'est une autre planète en fait. Donc moi j'entendais un truc qui était en fait une règle un peu grand
en public, quoi. Et ça devenait une règle chez moi. Ça devenait quelque chose d'inflexible. Soit il fallait le tenir, soit je culpabilisais de ne pas le tenir. Est-ce qu'il y a une citation en lien avec l'alimentation que tu aimes bien ou qui te parle particulièrement? C'est une citation, oui, parce que je l'avais entendue dans un podcast, mais enfin, c'est une phrase trop courte pour être une citation. J'en avais fait un post Instagram. On ne choisit pas son poids. Et vraiment, c'est vraiment une phrase. Je pense que je l'avais compris très tôt dans le processus d'alimentation intuitive, mais avant que ça arrive pleinement à la tête, et pas justement que au mental, mais à tout ce que ça implique psychiquement, en fait, d'accepter qu'on ne choisit pas son poids, de tout ce que ça implique aussi. Ça veut dire que je me suis fait du mal pendant des années à être en quête d'un objectif qui était impossible, en fait. Et donc du coup de réaliser tout ça, enfin le jour où ça pleinement atteint le cerveau et où tout d'un coup c'était tout a pris sens pendant des années, en fait. Ça a été un moment assez intense, un peu dur, j'ai pleuré. C'était la chose peut-être la plus dure à accepter pour les gens dans le processus, de faire la paix avec leur corps et d'accepter qu'on ne pouvait pas choisir son poids. Et du coup, au global, qu'est-ce que tu as pensé du resto, du repas, des assiettes? Super bon, je reviendrai. Je vais quand même emmener mon mari, je pense quand même que ça peut lui plaire. Végétarienne? Végétarienne, comme quoi vraiment, moi j'étais convaincue que la nourriture végétarienne ça peut être super bon, mais ça peut même être hyper haut de gamme. Et sans simili carné? Oui, du poireau. Les poireaux complètement dingues. Et ça, super bon aussi, c'est juste que je pense qu'on avait un peu moins faim, donc moi je trouvais très salé. Ils ont un burger, je pense que je viendrai essayer le burger bientôt. Et moi je prendrais bien. On va aller finir les assiettes, ne vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.